Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Inès Madani. Au petit matin du dimanche 4 septembre 2016, une Peugeot 607 s'arrête dans une rue animée du 5e arrondissement de Paris, encore remplie de couche-tard qui font traîner la nuit. Rien d'anormal, apparemment. Sauf que le véhicule est rempli de bonbonnes de gaz prêtes à exploser. L'attentat est finalement évité, à cause d'une erreur dans le choix du combustible déversé dans la voiture, qui restera garée plusieurs heures avant d'être repérée par la police. Au bout de quelques jours d'enquête, un groupe d'individus terroristes affiliés à l'État islamique est identifié. La chasse à l'homme est lancée. Moins de 4 jours plus tard, ce ne sont pas des hommes que les enquêteurs arrêtent, mais des femmes. Et à leur tête, une jeune Française de 19 ans à peine, Inès Madani. Le procès des bonbonnes de gaz, comme on l'a appelé, ce n'est pas seulement l'histoire d'un attentat miraculeusement évité. C'est aussi et surtout un virage dans la justice terroriste française, car pour la première fois sur le banc des accusés, les djihadistes sont des femmes. Notre invité aujourd'hui, Antoine Mégy, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université de Rouen-Normandie, spécialiste du traitement judiciaire des actions terroristes. Il a coécrit avec Charlotte Piret et Florence Thurm l'affaire Mera aux éditions La Martinière en 2019 et il suit actuellement le procès des attentats du 13 novembre. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pour bien comprendre l'importance de l'affaire dite des bonbonnes de gaz, il faut d'abord revenir sur son contexte. Car si la menace terroriste n'est pas un phénomène nouveau sur le territoire français, les attentats de 2015 ont fondamentalement et durablement traumatisé le pays et ses institutions. Le terrorisme djihadiste ne représente plus seulement un sujet sécuritaire ou judiciaire, il est ouvertement politique. Et puis, la nature de la menace elle-même a évolué. Les départs de Français pour la Syrie étant dorénavant beaucoup plus empêchés, c'est sur le territoire français que les terroristes islamistes concentrent leurs activités. Le recrutement djihadiste aussi a changé. Il s'est largement dématérialisé, les messageries en ligne et autres applications de communication sont désormais centrales dans l'organisation terroriste. Et puis surtout, la menace s'est intensifiée. Depuis 2012, les dossiers relatifs au terrorisme ont doublé. Dans l'opinion publique, comme chez les politiques, l'objectif est donc clair, il faut durcir le ton. C'est dans cette optique qu'entre en action le 1er juillet 2019 le parquet national antiterroriste, une sorte de dream team judiciaire uniquement dédié aux affaires de terrorisme. Ce parquet possède des compétences renforcées, élargies par rapport au service du parquet de Paris qu'il remplace. Et à sa tête est nommé un homme chevronné, réputé et craint, Jean-François Ricard. Portrait sur RFI. Gros bosseur perfectionniste, magistrat pugnace, les anciens collègues de Jean-François Ricard à la Galerie Saint-Éloi, siège historique sur l'île de la Cité, des juges d'instruction antiterroristes ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ce juge de l'ombre va désormais œuvrer en pleine lumière l'antiterrorisme, un domaine d'activité qui ne lui est pas étranger. Comme juge d'instruction, il a de 1994 à 2006 instruit les dossiers des attentats du GIA algérien, une spécialisation qu'il a ensuite poursuivie au ministère de la Défense, puis comme avocat général à la Cour d'appel de Paris. Mais depuis, le terrorisme a changé. Plongé dans le grand bain, le procureur Ricard devra rapidement faire preuve d'une grande capacité d'adaptation à un poste très exposé où la communication joue un rôle clé. Jean-François Ricard incarne désormais la lutte antiterroriste. Et il sait que les mois à venir sont cruciaux. Les premiers procès traités par ce tout nouveau parquet vont arriver et le gouvernement, comme la population, attend des réponses, des explications et surtout des sanctions. Bref, le magistrat n'a pas le droit à l'erreur. Alors quand en septembre, la première affaire arrive devant la cour d'assises spéciale de Paris, tous les médias sont là, tous les regards sont tournés vers le tribunal. Car il s'agit du premier grand procès de terrorisme depuis les attentats de 2015. Et cette affaire, c'est celle dite des bonbonnes de gaz. C'est surtout celle d'Ornella Gilliman et surtout d'Inès Madani. C'est celle du premier commando de femmes djihadistes jugées en France.
Les faits. Ce samedi 3 septembre 2016, Inès Madani, 19 ans, demande à son père qu'il lui prête sa voiture pour la soirée. Celui-ci accepte, et la jeune fille quitte le domicile familial à bord de la Peugeot 607 du paternel. Scène banale? Non. Car cette voiture, Inès Madani ne va pas l'utiliser pour sortir, faire la fête ou retrouver des amis. Avec Ornella Gillingman, sa complice, elle charge la voiture de 6 bonbonnes de gaz, 3 bouteilles de carburant, et elle se met en route pour le très touristique quartier Saint-Michel-Notre-Dame à Paris. Il est 2 heures du matin quand elle s'arrête dans une rue située à 200 mètres de la cathédrale. Les 2 jeunes femmes sortent du véhicule et s'en vont, laissant la Peugeot familiale au milieu de la route, warning allumé. Les minutes passent, puis les heures, et personne ne semble remarquer la voiture. Personne sauf un homme qui travaille dans un bar à côté. Il trouve ça louche quand même, cette voiture immobile là depuis 2 heures avec ses warnings qui clignotent. Alors il appelle la police, qui va mettre près de 4 heures à se déplacer alors même que la préfecture est située tout à côté. Et la découverte de cette voiture aux bonbonnes de gaz finit par faire la une des médias, comme dans le 20h de France 2. Bienvenue à tous. Provocation ou alerte terroriste, la question est donc posée. C'est un employé de bar qui a repéré le véhicule dimanche matin, feu de détresse allumé. La police n'a trouvé aucun système de mise à feu, mais l'affaire est prise au sérieux. Anne-Claire Poignard, Soigny Thiebaud. Sur cette photo prise par un passant, l'étonnant chargement découvert à l'intérieur de la voiture. Aucune bonbonne de gaz n'était pourvue de système de mise à feu. Alors, quelles étaient les intentions de ceux qui ont garé la voiture? Ont-ils voulu commettre un attentat au cœur d'un des quartiers les plus touristiques de Paris? Ce sont ces questions que se posent ce soir les policiers antiterroristes saisis de l'enquête. Quelles étaient les intentions de ceux qui ont laissé la voiture? Ont-ils planifié une attaque? Intéressant, vous remarquerez au passage ce réflexe de penser « il ». Ce que font les médias comme un seul homme, si je puis dire. Question d'habitude, sûrement. Ou d'a priori, peut-être. Après tout, le djihadisme, le terrorisme et la violence, plus largement, c'est avant tout une affaire d'hommes. Sauf que non, pas cette fois. Cette fois, les terroristes s'appellent Inès et Ornella. Grâce aux empreintes laissées dans la voiture et au nom du propriétaire de la Peugeot, les enquêteurs remontent rapidement à la piste des jeunes femmes qui se sont séparées après avoir laissé la voiture dans la petite rue du quartier Saint-Michel. Ornella Gillingman, mère de famille de 29 ans, est arrêtée la première, 3 jours à peine après les événements, alors qu'elle prenait la fuite vers le sud de la France avec son mari. Elle était fichée S pour avoir tenté de partir en Syrie. Inès Madani, elle, n'a pas fui, au contraire. Quand elle réalise que l'attentat a échoué, elle se rend dans l'Essonne, à Boussy-Saint-Antoine, pour rejoindre 2 autres femmes, Amel Sakaou et Sarah Hervouette. Elles se cachent toutes les 3 dans l'appartement de Sakaou et tentent d'imaginer une autre action sanglante pour la cause. Mais tout ne se déroule pas comme prévu, car l'appartement de Sakaou est surveillé par les services de renseignement. Comme Sarah Hervouette d'ailleurs, dont le nom est connu dans le milieu et dont le téléphone était géolocalisé. Alors quand les 3 femmes apprennent la présence de policiers dans la petite gare de Boussy, elles tentent leur chance. Tuer les flics, ça, ce sera un sacré symbole. Nous sommes le 8 septembre 2016, 4 jours après la tentative d'attentat des bonbonnes de gaz. Les filles sortent de l'appartement, munies de couteaux de cuisine, déterminées. Sauf qu'elles sont arrêtées quelques minutes plus tard, non sans violence, comme le rapporte nos confrères de France Télé. Bonsoir à tous. Un nouvel attentat a donc bel et bien été déjoué. C'est le chef de l'État qui l'a lui-même annoncé. L'enquête s'est accélérée hier soir dans l'Essonne, à Boussy-Saint-Antoine, avec l'interpellation de 3 femmes. 2 d'entre elles ont d'ailleurs poignardé un des policiers qui participait à l'opération. Dans l'après-midi, le procureur de la République de Paris a confirmé que cette cellule terroriste s'apprêtait à passer à l'acte. Sarah H. a couru en direction du véhicule banalisé, à l'intérieur duquel se trouvait un policier, auquel elle a asséné aussitôt un violent coup de couteau dans l'épaule gauche. Se trouvant face à un policier arrivant dans l'autre sens, Inès M. s'est jetée sur lui, elle aussi un couteau à la main. Ce coup de filet et les perquisitions qui suivent chez les prévenus viennent donc confirmer l'hypothèse de l'attentat djihadiste. Mais ce n'est pas tout.
Les enquêteurs n'avaient pas imaginé qu'en mettant la main sur ces femmes, ils réaliseraient une opération sur tout un réseau terroriste. Après les arrestations, les enquêteurs découvrent que ces femmes étaient toutes liées à de grands noms du terrorisme islamiste. Tout se passait sur Internet, notamment via le système de messagerie cryptée Telegram. Elles ont ainsi échangé en ligne avec Ayad Boumedienne, la femme d'Ahmedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacheur, elle-même réfugiée au sein de l'État islamique en Syrie. Mais aussi avec Rachid Kassim, l'un des principaux recruteurs djihadistes sur le net en France. Sarah Rouet, 23 ans, était même fiancée virtuellement avec deux tueurs tristement connus, Adel Kermiche, auteur du meurtre du prêtre en région parisienne, et Larossi Abala, qui a tué 2 policiers dans l'Essonne. Autrement dit, non seulement ces femmes voulaient faire exploser une voiture piégée en tentant de faire un maximum de victimes, mais leurs actions s'inscrivent dans une dynamique organisée. On n'a pas affaire à des initiatives individuelles, indépendantes, non. Il s'agit d'un commando méthodique construit par des femmes autour de femmes. Au lendemain de ces annonces, la question que se pose tout le pays est alors: a-t-on sous-estimé la place des femmes dans le terrorisme djihadiste? Oui, selon la journaliste Stéphanie Pérez sur France 2. Dans les vidéos de propagande du groupe État islamique, on les voit de plus en plus. Des femmes, armes à la main. L'organisation en difficulté a besoin de bras sur son territoire et à l'extérieur. Sur Internet, ces vidéos qui circulent inspirent de jeunes Françaises. Elles seraient 275 en Irak et en Syrie, presque un tiers du total des combattants français. Et elles sont aussi radicalisées que les hommes. À l'heure actuelle, 59 femmes sont mises en examen pour des faits de terrorisme. Et les autorités s'inquiètent des intentions de celles qui rentreront prochainement d'Irak et de Syrie. De nombreuses questions restent en suspens à ce stade de l'enquête. Si les femmes font partie intégrante de la menace terroriste djihadiste, qui sont-elles exactement? Quel était le rôle de chacune? Et puis, il y a autre chose qui taraude les enquêteurs. Pourquoi l'explosion n'a-t-elle pas eu lieu? La peur à la dernière minute? Ou bien une erreur, un dysfonctionnement technique? La première personne qui va éclaircir une partie de ces zones d'ombre, c'est l'une des terroristes elle-même, Ornella, qui passe aux aveux pendant les premières heures de sa garde à vue, comme l'expliquent nos confrères de TF1. Elle quitte le palais de justice, direction la prison. Ornella Guiligman a reconnu devant les enquêteurs avoir voulu commettre un attentat terroriste à 300 mètres de Notre-Dame. Ses aveux confirment le relevé d'empreintes. Cette mère de famille était bien à bord de la voiture chargée de bonbonnes de gaz en compagnie d'Inès Madani. Selon ses déclarations, les 2 complices ne sont pas parvenus à incendier le véhicule, puis elles se sont enfuies, pensant apercevoir un policier en civil. Quel a été le rôle exact de chacune? Ont-elles d'autres complices? Au total, 5 personnes sont en garde à vue dans ce dossier. Ornella explique d'abord qu'elle n'a rien à voir avec l'attaque au couteau contre les policiers qui s'est déroulée à Boussy-Saint-Antoine et dont elle ne savait rien. Elle n'a jamais été en contact avec Sarah Herbouet ou Amel Sakaou. Non, c'est Inès qui les connaissait. Elle raconte être rentrée chez elle à Montargis immédiatement après avoir abandonné la voiture vers Notre-Dame et avoir ensuite, par peur, pris la fuite avec son mari et ses enfants. Elle confirme que ce sont bien les cigarettes retrouvées à moitié consumées qui étaient censées servir de détonateur. Elle explique ensuite que c'est en raison de l'utilisation de gazole et non d'essence, bien plus inflammable, que l'explosion des bonbonnes de gaz a pu être évitée. Un peu plus tard, elle racontera également que c'est elle qui a insisté auprès d'Inès Madani pour utiliser ce combustible, espérant ainsi secrètement éviter le carnage. Dans l'ensemble, les déclarations d'Ornella tendent à identifier Inès comme le cerveau du projet d'attentat, la chef du commando, celle qui était à l'initiative de l'action, qui avait l'ascendant. Mais justement, pourquoi cet ascendant? Aux enquêteurs qui lui demandent comment une femme de presque 30 ans, mariée, mère de 2 enfants, installée dans une vie somme toute normale, ordinaire, se retrouve dans une telle situation d'emprise. Surtout vis-à-vis d'une jeune fille, à peine majeure, qu'elle dit n'avoir jamais rencontrée physiquement. Jusqu'à ce soir du 3 septembre. Réponse d'Ornella Guiligman, c'est à cause d'Abou Omar. Elle explique avoir rencontré cet Abou Omar sur Périscope.
une application permettant de diffuser des vidéos en direct ou de consulter des vidéos d'autres utilisateurs partout dans le monde, toujours en temps réel. Abou l'aurait encouragé sur le terrain de la radicalisation, il l'aurait entraîné sur la voie du terrorisme djihadiste, et puis surtout, elle en serait tombée amoureuse. Voilà comment elle décrit leur relation. Sa fermeté et son charisme m'ont séduite. C'est plus la femme que la pratiquante qui a été convaincue. Je suis tombée amoureuse, comme jamais je ne suis tombée amoureuse. Et de son côté, c'est la même chose, si ce n'est plus. Il m'a fait croire que mon mari ne me méritait pas, et a commencé à l'insulter et à le contredire sur tout. Et surtout, sur la religion. Les enquêteurs retrouvent effectivement les traces des échanges entre Ornella et Abou Omar. Leur densité est impressionnante. Dans le courant du mois d'août, qui a précédé l'attentat raté, ils recensent plus de 4000 messages, appels ou notes vocales échangés entre les deux individus. Une grande partie de ces messages présente un caractère érotique ou sexuel, parfois c'est cru d'ailleurs. Les autres sont consacrés à la religion, au djihadisme, et puis à la préparation de l'attentat. Mais ce qu'Ornella ignorait, c'est que la police découvre après son arrestation, c'est qu'Abou Omar n'existe pas, qu'il n'a jamais existé. Car Abou Omar est en réalité Inès Madani. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Abou Omar, l'homme qui a échangé pendant des semaines avec Ornella Gilligman, l'homme avec qui elle a fomenté l'attentat raté de Notre-Dame, l'homme dont elle est tombée amoureuse. Abou Omar est en réalité une femme, il s'agit d'Inès Madani. Inès, dans le réel, n'est pas particulièrement grande, elle est plutôt ronde. Son visage a quelque chose de poupin, quelque chose de l'enfance, à cause de ses joues pleines sûrement. Ses longs cheveux noirs sont toujours attachés en chignon au-dessus de la tête, et ses yeux qui tombent légèrement lui donnent comme un air un peu triste. Les enquêteurs découvrent que cette jeune fille, fichée S, s'était créé différents comptes sur les réseaux sociaux et autres applications de messagerie où elle se faisait passer pour un homme combattant Daesh. Elle utilisait parfois comme photo de profil celle de son beau-frère, un homme un peu rondouillard avec des lunettes. Parmi ces pseudos, on trouve Abou Suleiman, Yassine Madani et évidemment Abou Omar. C'est donc ce dernier qui avait proposé à Ornella de rejoindre sa cousine Inès pour commettre l'attentat de près de Notre-Dame. Abou et Inès ne formant, on leur a compris, qu'une seule et même personne. Après cette découverte, les enquêteurs se concentrent sur Inès qui devient un élément central de leurs investigations. Et ce, d'autant qu'elle est la seule à avoir participé à la fois à la tentative d'attentat avec la voiture piégée et à l'attaque contre les policiers avant son arrestation. Elle est ce qui relie Ornella à Amel et Sarah, les deux autres femmes qui ont été arrêtées à Boussy-Saint-Antoine. Oui, vraiment, elle est la pièce maîtresse. Au-delà de la tentative d'attentat à la voiture piégée, la violence de la jeune fille transparaît sur tous ses profils ou comptes de messagerie instantanée. Les enquêteurs découvrent ainsi qu'en 2015 et 2016, Inès Madani a animé avec deux autres individus un groupe djihadiste sur Telegram baptisé Ansar Dola. Et Dola, ça veut dire État en arabe, c'est comme ça qu'ils appellent Daesh. Dans ce groupe, où Inès se fait passer pour Abou Suleiman, un combattant revenu de Raqqa à Paris pour commettre un attentat, on parle de victoire et de martyrs, des soldats de l'islam, de ceux qui s'accrochent et qui aiment la mort. Et la jeune femme, qui est particulièrement active sur ce réseau, va jusqu'à rédiger une lettre terrifiante, remplie d'idées froides, précises, pour la mise en œuvre d'attaques meurtrières de masse. Voici ces mots. On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde. Des boîtes de nuit dans Paris ou un cabaret. Les endroits pervers beaucoup fréquentés par les mécréantes dégueulasses. Il faudrait 1 ou 2 kamikazes à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, il attend que ça se remplisse bien et il passe à l'acte. Ensuite, les frères qui seront dehors tueront tout le reste de la viande impure et se planqueront jusqu'à ce que la police et les militaires seront sur place. Et là, il faut 1 ou 2 kamikazes armés. On tire jusqu'à la mort, mes frères. Cette note, Inès Madani l'avait écrite sous le nom d'Abou Suleiman plusieurs mois avant l'attentat raté des bonbonnes de gaz. La jeune femme s'adressait à un homme rencontré sur Internet qu'elle essayait de recruter pour le djihad.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme était en réalité un journaliste infiltré qui réalisait un reportage sur les jeunes radicalisés prêts à commettre un attentat en France. Le jour de son arrestation, les enquêteurs trouvent par ailleurs dans le sac de la jeune fille son serment d'allégeance à l'État islamique. L'allégeance, c'est une étape obligatoire, très forte symboliquement pour les futurs kamikazes. Et cette fois, pas d'Abou Soleiman ou d'Abou Omar, non. Cette fois, c'est bien de son nom que signe Inès Madani. Et elle écrit, notamment, « Je vous attaque dans vos terres afin de marquer vos esprits et vous terroriser. L'islam sera victorieux. Embrassez l'islam avant qu'elle ne vous traque et vous tue. » Le message est on ne peut plus clair. Mais pourquoi cette gamine, issue d'une famille de classe moyenne, où l'on pratique l'islam comme le commun des mortels en France, selon l'enquêteur de personnalité, pourquoi cette gamine qui se rêvait pâtissière, entourée de 4 sœurs, bascule-t-elle vers le djihadisme? Une question qui sera au centre du procès du commandant des bonbonnes de gaz. Il s'ouvre en septembre 2019. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'ouverture à Paris du procès de 4 jeunes femmes accusées d'avoir tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame. Regardez cette enquête avec des documents exclusifs. Elle est signée Georges Brenier, Frédéric Petit et Mustapha Keredji. 4 femmes de 19 à 39 ans, des Françaises ultra-radicalisées, soupçonnées d'avoir voulu attaquer leur propre pays. Convertis à l'islam, mères de famille ou agents d'entretien, tout avait à l'époque un point commun, la volonté de tuer. Le procès qui débute ce lundi 23 septembre 2019 et qui doit s'étaler sur 3 semaines est très médiatisé. Il s'agit non seulement du premier grand procès de terrorisme islamiste depuis les attentats de 2015, mais surtout, jamais dans l'histoire judiciaire française, un box de cour d'assises n'avait accueilli un commando djihadiste composé exclusivement de femmes. Et quoi qu'on en dise, ça fascine autant que ça terrifie. Les enjeux sont multiples. Ces femmes vont devoir justifier de leur part de responsabilité dans la tentative d'attentat à la voiture piégée, ainsi que dans l'attaque contre les 2 policiers au moment de leur arrestation. Il leur faudra également expliquer la façon dont elles se sont rapprochées, organisées, ainsi que les raisons de leur glissement vers le djihadisme et peut-être la sincérité de leur repentir, si repentir il y a. Car c'est bien là la question finale de ce procès. 3 ans après les attaques, est-ce que Amel Sakaou, Ornella Gilligman, Sarah Revoit et surtout Inès Madani sont encore dangereuses? Une certaine tension se fait sentir dès le premier jour du procès quand Amel Sakaou, qui avait caché Inès après sa tentative d'attentat et qui avait participé à l'attaque au couteau contre 2 policiers, refuse de comparaître. Elle ne mettra pas un pied dans la salle d'un tribunal dont elle ne semble pas reconnaître l'autorité. Le ton est donné. Mais en réalité, celle dont on attend surtout les explications, c'est bien Inès Madani elle-même. Une gamine qui reste une énigme. Quant aux raisons de sa radicalisation, personne n'a de réponse. Pour son père, qui témoigne en ce 3e jour de procès, toute cette histoire est incompréhensible. Ces propos sont rapportés par Charlotte Piret pour France Inter. On n'a pas tout à fait compris en tant que parent. Patrick Madani, chauffeur de bus de 52 ans, s'avance à la barre. Moi, je ne me couche pas tard et bon, ma fille, elle avait 16 ans, elle restait sur l'ordinateur. J'ai pas ressenti le besoin de la fliquer plus que ça. Mais Inès Madani, déscolarisée, passe son temps sur les réseaux sociaux. Après le départ d'une amie en Syrie, elle se plonge dans l'idéologie de Daesh, discute avec des djihadistes. Je ne pensais pas que c'était aussi simple de communiquer avec quelqu'un dans un pays en guerre, déplore le père. Moi, parfois, pour avoir mon cousin en Algérie, c'est la croix et la bannière. Le père qui tente d'abord de contrer l'idéologie djihadiste à l'aide de son propre savoir, en vain, l'emmène voir un imam, se tourne vers une association de déradicalisation, puis ce sont les vacances, je voulais faire un travail de fond, et puis en Corrèze, il n'y a pas beaucoup de réseaux, je me suis dit ça peut faire une sorte de cure. C'était au mois d'août 2016, un mois après, Inès Madani chargera 6 bonbonnes de gaz dans la voiture de son père, avant de tenter de les faire exploser en plein Paris.
Les sœurs et la mère d'Inès confirment avoir vu sombrer cette adolescente qui avait un rapport au corps, disons, compliqué. D'abord parce qu'elle était complexée par son poids, dans une famille de minces. Ensuite parce que c'est son corps, une hernie au dos, plus précisément, qui l'a empêché de poursuivre son rêve d'enfant de devenir pâtissière. Et puis il y a les 2 agressions sexuelles dont elle est victime et qu'elle rapporte. Sa décision de porter le voile intervient d'ailleurs à ce moment précis. Et avec son corps, c'est l'image qu'elle a d'elle-même qui se brouille. Ce qui se traduit par 2 dynamiques singulières dans le profil de la jeune fille. Sa volonté de se faire passer pour un homme sur Internet, quand elle cherche à recruter d'autres femmes, et son envie de mourir, coûte que coûte. D'ailleurs, les envies suicidaires sont déjà présentes dans la vie d'Inès avant sa radicalisation. Mais l'adolescente sait que le suicide est un péché dans sa religion, comme dans toutes les autres d'ailleurs. C'est là que le djihad lui offre une solution, en quelque sorte, car mourir en martyr, ça c'est autorisé. Et mourir en martyr, c'est bien ce qu'Inès Madani avait prévu. Oui, elle raconte au tribunal qu'elle voulait rester dans la voiture piégée en ce 4 septembre au matin, mais c'était du gazole et pas de l'essence, donc la voiture n'a pas explosé. Dans le cas d'Inès, comme pour un certain nombre de jeunes radicalisés, l'allégeance à l'État islamique ne représenterait donc pas tant une raison de vivre qu'une raison de mourir. Et pour ce faire, Inès Madani va donc se faire passer pour un homme sur les réseaux, d'abord afin d'intégrer les sphères d'apprentis terroristes normalement fermées aux femmes, et ensuite pour recruter d'autres kamikazes en les séduisant. Et c'est là que sa détermination impressionne et effraie. Surtout quand les policiers blessés pendant son arrestation racontent leur agression à l'audience. Propos recueillis chez nos confrères de France 3 Île-de-France. Elle était comme possédée. Témoignage frappant aujourd'hui au procès d'Inès Madani. 3 ans après l'attentat raté contre Notre-Dame, la cour d'assises spéciale de Paris s'est penchée sur les conditions d'interpellation de 3 des accusés. C'était le 8 septembre 2016 à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Ce jour-là, les policiers ont évité de justesse un nouveau drame. Laurence Barbry, Floriane Olivier. À l'audience, le chef du dispositif précise, je cite, « À terre, chaque fois que j'approchais, elle essayait de me mettre des coups de couteau. Elle avait la force d'un homme de 110 kilos. » Des propos tenus par les 4 policiers aujourd'hui. La cour retiendra leurs conclusions identiques. Un trio de femmes déterminées, le regard noir, prêtes à donner la mort. Après ces témoignages, l'un des psychiatres appelés à la barre, Daniel Zaguri, indique qu'en psychiatrie, les délires religieux sont ceux qui sont les plus pourvoyeurs de passage à l'acte criminel. Car quand on a Dieu à ses côtés, tout est plus facile. Voilà qui expliquerait, peut-être, l'intensité de la radicalisation d'Inès et de ses complices. Mais sont-elles encore et toujours dangereuses, ces femmes? Oui, on y revient, car c'est la délicate question qui se pose désormais au jury professionnel de la Cour d'assises spéciale de Paris. Pour le tout premier réquisitoire du nouveau parquet national antiterroriste, la réponse est claire. Il ne faut prendre aucun risque. Après avoir requis 30 ans de prison à l'encontre d'Inès Madani et 25 contre sa complice Ornella Guiligman, il conclut: nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Et une récidive en matière de terrorisme aujourd'hui, c'est commettre un attentat. Après 10 heures de délibéré, le verdict tombe. France Inter. Les mots, les regrets des accusés prononcés à la toute fin des débats n'ont visiblement pas convaincu les jurés professionnels de la Cour d'assises spéciale de Paris, qui ont donc condamné hier soir les 4 femmes ayant participé à l'attentat manqué de Notre-Dame. 30 ans de prison pour Inès Madani et 25 ans pour Ornella Guiligman. Des peines conformes aux réquisitions et jugées lourdes, Charlotte Piret, tant par la défense que par les parties civiles. Les peines sont sévères, alors prononcées, les têtes se baissent, les accusés accusent physiquement le coup. Mais pour maître Laurent Franck-Liénard, avocat de partie civile, ces lourdes peines sont simplement à la hauteur de la gravité des faits. Je pense que la Cour a pris la mesure du crime. Et la sanction lourde, c'est 30 années de réclusion pour Inès Madani, ça s'imposait. Plusieurs avocats de la défense ont d'ores et déjà annoncé envisager de faire appel de ce verdict. Au moment de l'annonce, Ornella s'effondre.
Inès, elle, a un léger mouvement de recul et semble s'agripper au rebord du box des accusés. À la sortie du tribunal, l'un de ses avocats ne cache pas sa déception, son indignation presque, contre un verdict qu'il considère comme étant à la fois déconnecté de la gravité des faits, puisque pas de mort, pas de blessés, et de la personnalité de la jeune femme. Et il ajoute, désabusé, c'est une décision qui est là pour faire un exemple, indiscutablement. Inès Madani fait donc appel. En juin 2021, elle est de nouveau condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette fois, on lui ajoute 20 années incompressibles. En première instance, la peine de sûreté n'avait pas été retenue, notamment eu égard au jeune âge de l'accusé principal. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Inès Madani, notre invité Antoine Mégy. Bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Rouen, en Normandie. Vous êtes spécialiste du traitement judiciaire des actions terroristes et vous avez coécrit avec Charlotte Piret et Florence Thurm le livre L'affaire Merat aux éditions La Martinière en 2019. Et vous suivez actuellement le procès des attentats du 13 novembre. D'ailleurs, vous intervenez du palais de justice de Paris grâce aux installations de Radio France. Bien, vous m'entendez bien ou pas? Oui, tout à parfait. fait, tout à fait. Moi, je vais passer à ma première question, rassurez-vous. S'agissant d'Inès Madani, d'abord, que pensez-vous de la peine qui lui a été infligée, 30 ans de prison, et je rappelle, pas de mort, parce que l'attentat est raté, effectivement, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de victime. Alors c'est pas à moi de juger une telle peine, bien sûr. Mais par rapport à la notion de terrorisme. Quelles sont les motivations, voilà, effectivement, et comment a été construite cette condamnation. Dans un premier temps, effectivement, elles ont été jugées pour participation à une association de malfaiteurs terroristes, mais en plus s'ajoutait cet acte qui est considéré comme commis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de refus de leur part de ne pas effectuer l'attentat. Donc dans les motivations de la cour d'assises spécialement composée en première et en deuxième instance, il a été reconnu que leur action avait été de commettre un attentat et que cet attentat finalement n'avait pas eu lieu du fait d'un problème technique, mais pas en raison de leur volonté. Donc elles ont été condamnées pour cela. Elles ont été condamnées aussi dans cette logique qui était une augmentation sans précédent des condamnations et des quantums des peines liées aux attentats depuis 2015. Donc de ce point de vue-là, finalement, on a affaire à une décision qui s'inscrit dans la jurisprudence qui s'est construite progressivement et qui va se confirmer par la suite, notamment en appel, avec cette condamnation, cette fois-ci toujours à 30 ans, mais avec 2/3 de sûreté, donc qui renforce encore plus cette idée de laisser ces personnes en détention pendant de très très nombreuses années. Alors ça c'est spécifique à la justice antiterroriste parce que finalement l'intention rejoint l'action, c'est-à-dire qu'on est condamné pour une intention comme s'il y avait eu action. Est-ce que c'est spécifique au terrorisme? Oui, vous avez raison de souligner que dans l'association de malfaiteurs terroristes, il y a cette dimension matérielle, c'est-à-dire l'acte de commettre la participation à un groupe terroriste, mais il y a aussi l'intentionnalité. C'est une question qui est sans cesse débattue, y compris dans le procès des attentats du 13 novembre actuellement. Là, dans le cas de l'affaire des bonbonnes de gaz, dite des bonbonnes de gaz, ce qui est considéré, c'est aussi l'attentat en tant que tel, qui n'a pas eu lieu, mais qui a été commis par ces femmes, et donc elles ont été condamnées pour cela, avant même d'évoquer leur possible dangerosité ou récidive. Il y avait ces faits qui conduisaient le parquet national antiterroriste à demander ce type de condamnation. Alors, entre-temps, je crois qu'Inès Madani avait été condamnée par la justice en correctionnel, vous confirmez ? Alors effectivement, elle s'est inscrite finalement à partir de juin 2019 dans une trajectoire judiciaire assez particulière, puisqu'elle a été dans le cas d'une autre affaire condamnée, alors cette fois pour des peines allant de 0 à 10 ans, c'est la justice correctionnelle qui le veut, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, notamment dans l'idée d'avoir organisé des voyages en Syrie ou de mettre en contact des personnes entre la France et la Syrie dans ce qu'on a appelé les filières djihadistes, et c'est pour cela qu'elle avait été condamnée auparavant au tribunal correctionnel, puis ensuite dans cette première instance devant cette fois-ci une cour criminelle, une cour d'assises spéciale, pardon. Oui.
Alors, s'il y avait jamais de commando djihadiste féminin condamné par la justice, en tout cas, Inès Madani et ses complices sont loin d'être les premières femmes terroristes. On pense à Joëlle Aubron, Nathalie Médigon, par exemple, pour Action Directe. Ouais, ça donne quand même à ce procès Madani un aspect particulier, le fait qu'il y ait des femmes. Doit-on genrer la justice et le terrorisme? Alors, la réponse est dans votre question, bien évidemment. Pour exemple, une phrase qui a été assez marquante, le président pose la question, mais comment peut-on expliquer ce rapport à la violence, surtout pour une femme? Que vient faire le surtout pour une femme dans cette histoire? Voilà, c'est de là d'où part le travail qu'on avait essayé de produire avec d'autres collègues autour justement de cette question du genre et de la justice. Alors là encore, vous avez raison, il y a une longue histoire de l'engagement des femmes dans la violence et la violence politique. On pense à la France, on pense à l'Allemagne, on pense à l'Italie, et finalement, y compris lorsque l'on lit les chroniques judiciaires de l'époque, à chaque fois que des femmes sont présentes au nom de ces causes politiques et de cette violence politique, eh bien, il y a une impression de première fois, une volonté finalement de rendre ces affaires assez spécifiques parce qu'il y a des femmes. Et donc on a cette question du genre qui s'impose tout de suite, et dans la couverture médiatique, même dans la mise en place des accusations de la part du nouveau parquet national antiterroriste, il y a cette accès qui est fortement appuyé sur ce sont des femmes et comment peut-on imaginer des femmes commettre de tels actes. Il faut juste se souvenir de la Seconde Guerre mondiale où les femmes étaient résistantes et faisaient des actions comme ça, violentes pour la bonne cause cette fois. Elles sont capables d'être dans l'action violente d'urgence comme les hommes. Bien évidemment, sauf qu'on s'inscrit ici dans une institution qui reflète finalement la place des femmes dans l'ensemble de nos sociétés, où il y a un rapport genré aux femmes. Il y a ce que certaines sociologues qui ont travaillé longuement sur le rapport des femmes à la justice et de la justice aux femmes, il y a une invisibilité finalement des femmes, et notamment dans le cas des groupes dits djihadistes, où malgré des enquêtes de journalistes hommes et femmes, on a évoqué cet engagement, cette radicalisation très forte des femmes et leur départ en Syrie. Et pour autant, il y avait une justice qui était genrée autour de la difficulté de qualifier la participation de ces femmes djihadistes à ce qu'on appelle les associations de malfaiteurs terroristes. En partant en Syrie, en participant au projet notamment de natalité de l'État islamique, est-ce qu'elles étaient à part entière des combattantes de l'État islamique? Dans le cas du groupe des bonbonnes de gaz, il y a un passage à l'acte sur le territoire qui permet très rapidement de les intégrer dans ce qu'on appelle une association de malfaiteurs terroristes ou une tentative d'attentat. Mais effectivement, ce rapport et la place des femmes dans ce qu'on va appeler la propagande ou les groupes djihadistes pose une question très centrale aux autorités d'accusation dès 2015-2016, où dans les procès correctionnels, on voit très peu de femmes. Pour autant, elles sont présentes dans les départs et les retours de Syrie. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes, Antoine Mégy, ne quittez pas surtout. On écoute Loose and Yakuza Monsters. Antoine Mégy, Inès Madani, on l'a raconté, a recruté sa complice Ornella Guiligman en se faisant passer pour un homme sur les réseaux sociaux et en construisant une relation amoureuse avec celle-ci. Et elle l'avait fait avec d'autres femmes. C'est pas anodin, ça, cette démarche? Alors effectivement, c'est pas anodin, et ça illustre bien comment de nombreuses jeunes femmes ou jeunes hommes vont, à partir de 2013-2014, construire en fait une sorte de... Alors ce que le parquet national antiterroriste appelle le djihad médiatique, mais une forme d'engagement virtuel dans ce qu'on va appeler la radicalisation djihadiste, à la fois à travers des réseaux sociaux ouverts comme Facebook, où les logiques vont entraîner des connexions entre des personnes qui partagent des mêmes profils, et puis progressivement ces groupes vont construire en fait des espaces plus fermés, notamment sur des applications comme Telegram, et où vont se construire en fait des communautés de femmes spécifiquement, où des salons privés vont être le lieu d'échange, voire de construction progressive de projets à but terroriste, projets d'attentats. On avait aussi eu un projet auparavant d'un groupe de jeunes filles qui ne s'étaient absolument jamais vues auparavant, mais qui avaient échangé pour faire, comme elles le disaient dans leur SMS, comme au Bataclan. On a donc finalement, à travers cet exemple de l'affaire des bonbonnes de gaz,
croise également le reflet de tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux et qui va engager un nombre très important de femmes et d'hommes qui vont partir ou qui vont rester en France pour peut-être commettre des attentats ou en tout cas avoir des velléités. Au président de la cour d'assises qui lui demandait s'il y avait dans son comportement quelque chose à voir avec l'homosexualité, elle répondait non, mais qu'elle aurait aimé être un homme dans la mesure où cela lui aurait permis de protéger ses sœurs de leurs conjoints violents. Par exemple, on voit bien que l'engagement, il n'est que politique, il n'est pas du tout féministe, pour le coup, puisqu'elle a une image de l'homme qui reste l'homme protecteur, l'homme plus fort. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va construire une relation amoureuse avec une femme. C'est-à-dire que elle l'explique très bien d'ailleurs lors de cette première audience où elle dit que la confiance, elle l'a gagnée parce que elle se faisait passer pour un homme sur les réseaux sociaux et que finalement ces multiples connexions, elle le fait au nom d'un homme dans un espace où on a des relations amoureuses multiples. Et c'est là aussi tout ce qui va intriguer dans ce procès, c'est quelle est la question du genre de cette jeune femme de 19 ans qui interroge y compris jusque au sein de la cour d'assises spécialement composée, où on voit très bien que cette question de la sexualité, du genre, va interroger beaucoup les juges, et finalement on va laisser un peu sous silence cet enjeu qui sera de nouveau interrogé lors de la deuxième audience, c'est-à-dire lors de l'appel, et où finalement la réponse de l'accusé sera encore plus forte, puisqu'elle estimera qu'elle assume complètement sa féminité aujourd'hui, mais il se sera passé plusieurs mois entre ce premier procès et le second. Et donc cette question du genre, elle est vraiment extrêmement pertinente pour comprendre en fait comment chaque partie, des avocats généraux jusqu'aux avocats de la défense, vont utiliser cette problématique autour de hommes, femmes ou transgenres peut-être, pour ce qui est de Inès Madani dans ses relations avec les autres. Est-ce que vous estimez que pour une justice accomplie, il faut, je ne sais pas si le mot existe, dégenrer les procès et la justice, c'est-à-dire être au-delà de cette grille de lecture et simplement une grille de lecture judiciaire, quoi? Oui, alors après c'est une grille de lecture sociétale aussi, c'est-à-dire qu'au moment où on intègre aussi cette dimension du genre dans la compréhension des parcours de vie des uns et des autres, dans les relations qu'on peut avoir à l'autorité, bien évidemment en fait il faut intégrer cette question du genre. Maintenant elle est souvent utilisée comme une sorte de finalement de circonstances atténuantes lorsque l'on parle de femmes ou de circonstances aggravantes lorsque l'on parle d'hommes. Dans le cas d'Inès Madani et du groupe qui a participé à cet acte, c'était presque une circonstance aggravante parce qu'elle représentait finalement les femmes inhumaines qui sont capables de tuer, alors que dans la représentation genrée de nos sociétés, une femme c'est avant tout une mère et elle serait incapable de tuer. Donc là on a quelque chose qui remonte au début de l'après judiciaire, lorsqu'on fait les portraits des femmes qui tuent soit par amour, soit par folie, ou ce sont des monstres. Il faut peut-être un juste milieu entre les deux. Antoine Mégy, merci infiniment. Je rappelle le livre que vous avez coécrit avec Charlotte Piret et France Turme, La Fermera, aux éditions La Martinière en 2019. Et puis merci à Sophie Parmentier de la rédaction de France Inter. Et Benoît Perruque comme dessinateur. Bon, voilà, très bien. On a dit merci à tout le monde. Donc, Sophie Parmentier, elle n'a pas écrit le livre, mais je la remercie. Voilà, elle a aidé, elle a mis en place la liaison directe avec vous au Palais de Justice de Paris. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire Inès Madani.